Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui est une famille, puisqu'on est toute une grande famille. Et cette semaine, on parle de Rockefellers, la nouvelle série de Francis Manapoul et Peter Tomasi, deux auteurs, excusez-moi, que j'apprécie tout particulièrement. Alors qu'on a demandé à Sophie d'éteindre son micro pour qu'elle arrête de m'attaquer son clavier, et Cécile s'y met après. Voilà, c'est le truc des, et je ne couperai pas au montage parce que sachez que l'avant-dernière émission, celle sur La plus belle personne, le son était pas top, donc j'ai normalement le montage est assez soigné. Peut-être que vous allez me dire pas du tout, mais bref. Normalement j'ai bossé, mais les prochaines ce sera pareil, hein, ce sera pas monté, ce sera à la wall again comme d'habitude. Ne vous inquiétez pas, je sais que vous aimez ce côté brut de décoffrage chez Comics Discovery et que vous le réclamez, et comme personne ne fait de commentaire, je prends ce silence pour acquis. Donc cette semaine, vous l'avez entendu, vous l'avez reconnu. Peut-être qu'on pourrait faire j'avais fait l'an dernier, on avait fait, pour la nuit One Piece à Bunka, j'avais fait un quiz. J'avais pris les rires de chaque personnage de One Piece. Il fallait deviner au rire. Et peut-être qu'avec le rire de certains de chroniqueurs, est-ce que vous avez reconnu la chroniqueuse qui vient de rire? Je ne sais pas. En tout cas, c'est Sophie. Bienvenue, Sophie. Bien, oui, merci. Non, je suis en mode rire, c'est bon, toutes les émissions, je vais rigoler, voilà. Et avec nous, on a Cécile. Salut, Cécile. Il y a le bonsoir tout le monde. Et donc, Rockefellers cette semaine. Mais comme d'habitude, les petites recommandations. Et moi, ma recommandation cette semaine, ça va être une recommandation et en plus un moyen de me plaindre, parce que j'aime bien me plaindre. J'ai écouté, elle est pas sur Deezer, elle est que sur YouTube. Et à chaque fois, je me tape les pubs, mais à chaque fois, même si je me tape les pubs, c'est pas grave, je la réécoute quand même. J'ai tellement aimé la nouvelle chanson de Eugene de Stray Kids, qui s'appelle Lovers, que j'ai écouté 1 milliard de fois. Le clip est tellement beau, et je vois Cécile qui voit pourquoi je vais me plaindre, parce qu'il sait de quoi je veux parler. Je le vois à sa tête. Non, il ne sait pas. S'il le sait, puisque Cécile a dit sur Instagram, donnez-moi des chansons et je vous fais un retour. Moi, je lui donne ma chanson et il n'a pas fait de retour sur ma chanson parce que il a eu la flemme de dire qu'il l'avait pas aimé. J'en suis sûr. Non. Pour une autre raison, c'est parce que je suis sur Qobuz, et sur Qobuz, il y a un problème de catalogue. Ah, parce qu'elle est pas sur, ils l'ont mis que sur YouTube en fait. Ça a été niqué, d'accord. Bah écoute, dans ce cas, j'aurais pas non plus écouté, parce que je n'écoute pas les leaks, moi. Ah non, c'est pas leaké, c'est juste quand c'est des trucs sortis d'un seul membre du groupe, ils le sortent juste sur YouTube comme ça. Voilà. Ah, que sur YouTube, ok. Ouais. Alors. Comme ça, t'as le clip en plus. Et en plus, j'ai fait écouter. Et je crois que Faye l'avait partagé à Sophie, mais comme à chaque fois qu'on partage un clip de Sophie, de Stray Kids à Sophie, Sophie ne regarde pas parce que voilà. Mais je l'ai partagé à Anna en lui disant faut que tu regardes, ça va être trop bien. Elle a dit oh mon dieu, on dirait Joji qui rencontre Man Ray. Donc voilà, si ça peut te donner envie de regarder, c'est ça. Regarder. C'est vraiment déjà pour ma défense, déjà je suis pas du tout K-pop, et ensuite de ça, on a une discussion avec XP et James Effet, et oui. XP partage énormément de choses. J'ai pas le temps de tout regarder, de tout suivre, les gars. Sachant qu'à côté, je fais des recherches historiques sur l'Inde au 19e, et c'est compliqué, ok. Je vais avouer que moi, j'ai c'est trop de trucs sur cette conversation, donc voilà, bref. C'est pour ça que je réagis jamais dessus. Mais je devrais, parce qu'il y a des trucs intéressants et je devrais réagir, mais c'est pas grave.
Donc voilà, écoutez cette chanson, elle est trop bien. En plus, c'est les 8 ans du groupe. C'était quand? C'était mardi. Voilà. Ce groupe est, je finirai jamais d'en parler parce que vraiment, moi, ce groupe, il me fait du bien. Il est cool. Et il change. Je l'ai dit 40 millions de fois, mais me dites pas, mais j'aime pas la capote, donc je vais pas aimer Stray Kids. Ça change parce que vraiment, c'est des gens qui ont un son différent. C'est eux-mêmes qui écrivent leurs paroles et qui font leur musique et qui font leur chorégraphie. Donc c'est moins dans les standards K-pop. Et puis en plus il y a tellement de trucs en K-pop. C'est comme tu dis. Justement, il y a pas d'identité, je trouve. En fait, c'est ça qui me manque. Eux, ils ont une vraie identité pour le coup. Je sais pas, moi j'ai entendu plusieurs morceaux, surtout les morceaux qu'on va partager, vous n'êtes pas essayé à me partager des morceaux d'eux. J'en ai écouté 2, j'ai l'impression que c'est 2 groupes différents, qui avaient fait 2 musiques différentes. Et en vrai, je me disais, si une IA qui avait produit la musique, j'aurais pas fait la différence non plus. Je suis désolée, hein, mais voilà. Après, moi, je suis pas du tout pop de base, hein, donc voilà. La pop pour moi, c'est un peu lisse. Et en même temps, ils font des trucs un peu plus hip-hop. Donc, ils ont beaucoup d'influence, donc ça, les morceaux changent beaucoup. Mais ouais, moi je trouve qu'il y a quand même un truc de base. Bon, bref. Et en plus de ça, les gens qui sont fans de K-pop, des fois, ont des réactions un peu sectaires, je trouve. Oui. Donc voilà, moi c'est genre, il y a que des red flags qui s'affichent là, sur mon écran là. C'est vrai que c'est ultra commercial et que ils font des fins. En même temps, ils ont raison, ils sont de la thune de ouf. Ils vendent des peluches, ils vendent des photocards, ils vendent des. Grave. Ma fille, elle est devenue fan de K-pop et genre elle est en mode, tu sais, elle va se rouler par terre pour réclamer des places à un concert et ses parents ils font, non mais t'as vu le prix des places, c'est mort. À la limite, tu te le payes toute seule avec ton argent de poche dans Milan. Moi, je suis allé, j'en ai parlé déjà, mais je les ai vus 2 fois au cinéma et j'ai un peu découvert le public K-pop. Je pensais pas que c'était aussi jeune que ça et aussi ils hurlaient. Enfin, je veux pas être rétrograde ou quoi que ce soit, mais il y avait beaucoup de très très jeunes filles qui hurlaient à la moindre apparition d'un des membres du groupe ou d'un torse d'un membre du groupe. Et au bout de 10 minutes, elles sont toutes allées devant la scène pour danser, sauter, et c'était un bordel monstre. Ils ont dû rallumer les lumières et tout pendant le truc, c'était un peu relou. Mais ouais, bon, bref. Mais j'ai quand même apprécié. Voilà ce que ça faisait d'aller voir les Beatles en concert en 64. C'est ce que je disais. Voilà. Les Beatles, ou même, comment elle s'appelle, là, celle que fait, elle adore, Taylor Swift, aussi, apparemment, qui... Taylor Swift, c'est un peu, ouais, je sais pas, ouais. Bah, si, elles sont quand même jeunes, et surtout, tu sais qu'il y a quand même des mouvements sismiques quand il y a des concerts de Taylor Swift, tellement ça bondit dans tous les sens. Enfin, genre, on enregistre des mouvements sismiques, quoi. Et pas des petits mouvements sismiques, hein, après, quand même. YouTube se disait, quand on fait demain un morceau, on va met notre sono plus fort que des trucs d'avion. C'est pas un... Oui, ils font tout ça. Ouais. Enfin, maintenant, il y a une obligation légale dans les salles de concert en France, en tout cas, d'afficher le nom. Le nom. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Mais sinon, il y a des gens qui finissent sourds à cause de leur conneries. Ouais. Moi, j'aurais pu avoir fait pas mal de teuf jeune et rester devant les baffes et devant les murs de son. Ça aurait pu m'arriver, je pense. En vrai, c'est plus dangereux d'être sur le côté. Enfin, moi, j'ai eu un acouphène vient de temps en temps à cause du fait d'être sur le côté des baffes et pas devant, en fait. Le son, c'est particulier. C'est des ondes, c'est pas pareil. Voilà. Et sinon... qu'est-ce que j'ai... Ah oui, j'ai repris l'animé de Jujutsu Kaisen. Putain, qu'est-ce que c'est beau. L'animation, elle est folle. C'est dingue. Bon, l'histoire, on est d'accord que c'est Naruto en plus dark. Mais moi, j'aime bien et je trouve ça joli. Et voilà. Bon, c'était mes 2 recos du moment. Cécile, est-ce que tu as une recommandation Bien sûr. Moi, c'est une recommandation BD que je vous conseille vraiment le plus fort possible parce que pour moi, c'est vraiment un événement en soi. C'est la dernière BD de Jade Ku
j'espère que je prononce bien ce nom, qui s'appelle Terre ou Lune. Et c'est une BD diptyque dont la première partie est sortie. Et donc que j'ai lu, que j'ai trouvé vraiment génial. Jade Cou, elle est diplômée des Gobelins. Elle avait sorti une première BD il y a une poignée d'années qui s'appelait Zoc, que je trouvais très sympa graphiquement, mais que c'était un peu moins intéressant sur le niveau de l'histoire. Mais là par contre, sur Terre ou Lune, c'est intéressant sur tous les plans. L'histoire, c'est un garçon qui s'appelle Othello, qui a une énorme passion pour l'ornithologie, et qui vit dans un foyer où en fait les parents sont séparés. Et à l'issue d'un événement, en fait, Othello va, sans vouloir, en fait, empoisonner son père à la demande de sa mère, mais sans qu'il le sache. Et ensuite, il va vivre dans un foyer enfin une sorte d'orphelinat ou pensionnat. Et en fait, on va suivre ce personnage qui va du coup essayer de remonter les traces sur sa famille, savoir comment étaient ses parents, etc. Grâce aux autres proches que cet enfant connaît. Mais aussi il y a tout à l'heure, parce qu'en fait Othello habite sur la Lune. C'est dans un univers où en fait la Terre a colonisé la Lune, entre guillemets. Sauf qu'ensuite il y a eu une sorte d'indépendance de la Lune, et il y a eu des rapports qui se sont faits entre les Terriens et les lunaires, on va dire. Et par conséquent sur Terre, du coup les gens de la Lune sont pas acceptés, et vice versa. Et donc c'est dans ce genre d'univers où Othello évolue et va essayer du coup de s'en sortir avec soi-même, parce que du coup il va découvrir que dans sa famille aussi il y a ce concept de terre-lune, etc. Et c'est vraiment une BD vraiment sensationnelle. C'est les planches sont vraiment formidables. C'est de l'aquarelle qui est stupéfiante. Parce que là-dedans en particulier, c'est les couchers de soleil. C'est avec un rose incroyable. Il y a aussi les scènes de nuit. Hein. Mais en vrai, je pourrais dire que n'importe quelle case, vraiment, même la case la plus petite, la plus insignifiante, est extrêmement belle. Et même les spaghettis. Les spaghettis sont très très bien rendus. Des simples spaghettis, hein, sans sauce ou quoi. Et voilà, c'est vraiment incroyable. J'ai très très hâte d'une seconde partie qui va sans doute prendre quelques années à se faire. Parce que là, pour le coup, cette première partie, elle dure 300 pages. Et voilà, franchement, allez-y, sans hésitation, Terre ou Lune, de Jade Cou aux éditions Morgan. C'est la première BD d'édition Morgan, et je suis trop content que tu fasses cette reco, parce que j'ai demandé la BD, je l'ai reçue, mais je l'ai pas lu parce que je l'ai prêté à Noémie d'Historique, et du coup tu vas justifier le fait que j'ai reçu le service presse. On en a parlé. Oui, moi j'ai adoré, hein. C'est marrant pour moi. Peut-être que je prendrai le petit bout de vidéo, je le mettrai sur les réseaux sociaux si ça te dérange pas. Je profite comme ça d'avoir reçu cette BD que j'aurais pu te filer plutôt que la passer à Historique, et c'est pas grave. Elle me la rendra et je la lirai avec plaisir. Sophie, est-ce que tu as une recommandation? Écoute, comme je crois que la dernière fois que je vous ai recommandé le livre que j'ai fini de lire cette semaine, du coup je vais vous recommander le film que j'avais regardé encore avant. Comme en ce moment ça va pas de parler des Oscars, du coup ça va être Marty Suprême, qui est pas inintéressant vu les critiques que les gens les comparent à Sinner. Il y a rien à voir ni avec l'autre film qui était aux Oscars. C'est pour le coup, moi je trouve c'est vraiment un hommage au cinéma hollywoodien, hollywoodien, non, excusez-moi, du cinéma new-yorkais des années 70-80. Il y a vraiment un peu cette puissance, cette course en avant qu'on trouvait dans ces films-là. Et puis
Et puis il y a vraiment le côté aussi craspec du New York avant le nettoyage qui a été fait c'était 80-90. Bon, en tout cas avant le nettoyage de New York de Manhattan, tu et vois. on a oui, mais même tu vas à Brooklyn aujourd'hui, c'est hyper clean, t'as pas peur Oui, passer par la rue. Brooklyn et Harlem, c'est complètement gentrifié. Parce que quand tu regardes, je sais pas, Wolfen par exemple, t'as une ville de New York complètement fantomatique, surtout Brooklyn et le Queens, et alors que avec des bâtiments à moitié détruits, mais il y a des gens qui vivent dedans. Et en fait, c'est des vraies prises de vue. Hein. Ils ont filmé comme ça dans Wolfen, et aujourd'hui, t'y vas, c'est pépouze quoi. Enfin, c'est gentrifié. Oui, voilà. Mais même c'est pas gentrifié. T'as aussi des gens qui vivent, qui ont pas non plus énormément de moyens, mais qui vivent et t'as pas peur de te faire braquer. Enfin, pas plus qu'à Paris, quoi. Et du coup, dans le film là, en fait, ça parle aussi finalement aussi du New York après-guerre. Il y a pas mal de scènes où ça rappelle. On en reparlait en off avant, mais ça parle aussi de la population juive avec, justement, il y a un petit discours sur est-ce qu'on y retourne ou pas en Israël, etc. Donc c'est intéressant, même si on n'est pas à fond dans le sujet, en fait. Et je pense, on sait pourquoi, parce que Hollywood n'a pas très envie de se mouiller sur le sujet, n'est-ce pas? Ce qui est dommage, parce que c'est intéressant. Et je trouve que ça dit quelque chose d'intéressant aussi de la masculinité, parce qu'il y a des scènes, par exemple, où il se prend une fessée par le mec qui est censé financer ses sports, etc. Et tu fais... C'est marrant ou c'est Harvey Weinstein, le personnage qui donne la fessée et qui humilie le personnage et qui dit en gros t'es un peu ma prostituée, tu vois, pour pas dire un mot impoli, je sais pas, pour pas se faire virer du tube le podcast, mais bref. Donc on a des scènes comme ça, je me suis dit, il y a plein de moments où ça fait un peu critique, etc., mais ça ose pas y aller à fond. Et je me dis vraiment, Hollywood en ce moment, ils osent plus quoi. C'est la critique du système, c'est très cadré, etc. On n'y va pas à fond, mais et même à la fin t'as un happy end qui arrive un peu comme un cheveu sous la soupe où t'as l'impression que c'était rajouté pour plaire au happy end qu'on impose un peu. C'est un film à Oscar, il voulait un Oscar, donc après ça mais ça reste un film, il reste à 24 quoi. Je pense qu'ils se sont dit avec la puissance du truc il y a moyen qu'il y ait un Oscar, mais je sais pas s'ils visaient l'Oscar au début, mais en tout cas bon après de toute façon les films Oscar c'est toujours des films un peu consensuels et politiques, mais pas trop, qui vont pas trop chiffonner non plus. Bon après, tu vois que Sinner il a remporté plein de prix, alors que moi je m'attendais pas, parce qu'un film de genre en général, c'est politique en même temps. C'est vrai qu'il est politique, mais oui, non, mais même l'Oscar est politique, je trouve. Oui, ah bah oui, comme Cannes aussi. Hein. Il y aurait pas Trump, il aurait pas gagné. Enfin, même si on l'a déjà dit, on l'a dit dans une émission, parce qu'on en a parlé de Michael B. Jordan. C'est pas le meilleur rôle de Michael B. Jordan, même s'il est très bon dans Sinner. Double rôle en plus. Je l'ai trouvé meilleur dans The Wire notamment. Il est très très bon dans The Wire, puisqu'il a débuté dans The Wire. Il est tout petit dedans. Mais dans Sinner, il est pas mal. Mais je pense qu'il aurait pas gagné si c'était pas Trump, et si Trump faisait pas de la merde d'H24. Notamment faire une guerre pour montrer et faire oublier aux gens qu'il fait la guerre en Iran pour qu'on oublie. En fait, il fait tellement de la merde que le film c'est bien une guerre après l'autre avec Leonardo DiCaprio qui a gagné les Oscars, alors que Leonardo DiCaprio, tu fais putain, il faut que tu fasses ça pour nous faire oublier toutes tes autres conneries que tu fais quoi. Mais bon après c'est toujours pareil, Hollywood c'était toujours pire quoi, mais voilà, je me dis c'est vraiment le film qui je pose des petites critiques, mais je vais pas au fond de mon truc quoi. Et puis le truc qui m'a chagriné, c'est quand même alors j'étais content de voir Fran Drescher qui jouait du coup une nono d'enfer, mais par contre, elle s'est fait des injections et tout, et tu la reconnais pas. Oui, elle a fait grave de la chirurgie. Mais grave. Et elle est pas la seule, hein. Ils sont beaucoup à l'avoir fait. Et même Gwyneth Paltrow qui est dedans, je me suis posé la question. Je me suis dit, elle se ressemble pas trop elle-même, quoi, tu vois. C'est sûr. Et elle a pas je me suis posé la question. Du naturel, Gwyneth Paltrow. Oui. Avec sa secte bizarre. Si, c'est vrai que effectivement. Avec ses bougies sur son vagin et tout. C'est ça, mais qui est hyper imité par plein de monde maintenant. Ouais. Effectivement, tout le monde a traité de mec chelou au début, et maintenant ils font tous pareil quoi. Ouais. Écoute. Ouais.
Les Américains, chelou. Mais non, mais après, même elle, tu vois, son rôle, c'est une actrice qui a lâché longtemps le truc et qui reprend, tu vois. Il y a quelque chose du discours de auto-commentaire de Hollywood qui est intéressant, je trouve, dans le film. Moi, j'ai pas eu envie de voir après, c'est vrai qu'elle, moi, ce qui m'a gêné, c'est l'histoire avec le réalisateur, surtout. Même si apparemment, c'est un truc assez commun dans le cinéma indépendant. Et du coup, tu fais, peut-être faudra se poser les bonnes questions, les gars. Ouais, j'ai pas suivi. Bah, en gros, il a, apparemment, c'est un truc qu'ils faisaient pas mal, les deux frères, quand ils bossaient ensemble, ils embauchaient des non-acteurs. Bon, après, nous, on a Bruno Dumont en France qui fait pareil. Mais sauf que eux, ils reprennent des gars qui sortent de prison pour jouer des petits gangsters. Ah. Et ils l'ont mis avec une comédienne qui était mineure dans une voiture et le mec l'a menacé de la violer, quoi. Ah, d'accord. Et alors, ce qui est trouble, c'est qu'on sait pas trop, et les réalisateurs, ils disaient qu'ils étaient pas au courant sûrement, etc. Mais celui qui a réalisé Mars Suprême, il y a vraiment un doute sur le fait qu'il est au courant. Bon, le producteur, par contre, est au courant, hein, puisque si tu signes les papiers des acteurs, quand tu signes leur contrat, tu dois avoir leur date de naissance, normalement, sur le contrat. Donc, voilà. Sinon, le contrat n'est pas valable, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, le producteur, c'est sûr qu'il avait info. Et apparemment, toute l'équipe a splitté à ce moment-là. Donc, les frères ont arrêté de réaliser ensemble. Le producteur, ils ont arrêté de bosser ensemble. Mais voilà, donc après voilà, ils sont pas, disons qu'ils ont pas été très carrés là-dessus et très blanc quoi. Donc j'étais en train de chercher un. J'ai oublié le mec. Parce qu'il y a un mec qui était pas acteur et qui a été pris, qui était qui était dans une maison de correction, je sais pas quoi, et qui a été pris par un réal, et après il a fait plein de films, et il a fini par être accusé d'avoir tué une meuf parce qu'il est parti en couille. En vrai. Il y a au moins 3 personnes qui mettent en tête quand tu dis ça, en fait, malheureusement. Ouais. Mais on rappelle qu'il y a carrément un producteur de musique qui a tué des meufs chez lui. Ah oui, merde. Il était connu pour menacer les gens avec une arme et genre, oh surprise, il a tué vraiment. Oui, c'est Spector, ouais. Mais sur le truc du casting qui colle avec le contexte, je sais que pour Marty Supreme, on devait avoir Félix Lebrun, notre pongiste numéro 1. Et au final, il avait refusé parce qu'il devait se préparer pour un tournoi. Ah. Mais apparemment, dans le film, d'autres athlètes. Pongistes. Des pongistes, comme on dit, ouais. On dit pas des pongistes? Peut-être, oui. Je sais pas. Et on dit ping-pong, donc moi je dis pongiste. Ouais. Et pongiste, c'est plus ridicule, donc je préfère. C'est presque plongeur, je trouve, voilà. Ouais. Mais du coup, la petite bisbise américano-japonaise qu'il y a dans Marty Supreme m'a donné envie de regarder un autre film que, au passage, je veux recommander, qui s'appelle La neige tombait sur les cèdres, qui est avec... attendez 2 secondes, qui est dans le dent, qui est avec Ethan Hawke jeune et Yuki Kudo. Et on a aussi Max von Sydow. Si vous voyez pas qui c'est un grand acteur qui a joué avec Ingmar Bergman, entre autres. Et c'est un film du coup qui parle en fait c'est une affaire de meurtre un peu basique entre un Américain et un Japonais. C'est le Japonais qui est accusé. Et en fait, on va comprendre qu'en fait, il y a toute une histoire sous-jacente de racisme, qu'on n'a pas trop mené l'enquête, etc. Et surtout de rancune post-guerre du Pacifique. Et en plus de ça, il y a un triangle amoureux. Mais le film est d'une beauté. Voilà. C'est marrant que tu parles de films japonais. Moi, je spoil, elle va m'engueuler, mais elle écoutera pas. Faye s'est tapé tous les Aitoshi sur Froide. Enfin, tous les premiers en tout cas, parce que les Aitoshi, il y en a 27, hein, donc tous les Aitoshi, ça fait beaucoup. Non, je crois qu'elle a vu les 4 premiers. Non, elle a regardé les 3 premiers et la préquelle avec le même acteur. Enfin, c'est pas vraiment une préquelle, mais où il joue le même personnage en fait, un masseur
qui est super fort en kung fu. Et elle râlait un peu parce que elle avait l'impression de voir le même film encore et encore et encore. Et donc elle était là, putain, j'en ai marre des aveugles. Et je fais, on regarde Daredevil. Je suis poursuivi par les aveugles qui tapent des gens. En vrai, j'ai vu Zaitoshi de Kitano, il était super. Hein. Ah, mais c'est pas ceux de... Parce que le Zaitoshi de Kitano, c'est Kitano qui le joue. Ouais, c'est beaucoup plus récent, ouais. Et en plus, il a fait un contre-cœur, parce que à la télé, il faisait des blagues sur les aveugles, et puis après, on l'a forcé de jouer un aveugle. Ah, bien fait pour sa gueule. Il avait qu'à pas faire Takeshi Castle. Il fallait pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais alors, juste pour rebondir sur Satoshi, les Satoshi, sinon dis-lui de regarder. Attends que je retrouve le titre du film, parce qu'il y a eu une version américaine de ces films-là. Il y en a eu qu'un seul, hein. Mais avec Rutger Hauer qui joue justement le guerrier aveugle et qui est en mode comédie. Et il est mais vraiment très drôle ce film en mode parodie des Satoshi. Mais c'est... attends que je retrouve le nom de ce film. Je comprends pas pourquoi tout le monde dit qu'il est beau, l'acteur qui joue. Enfin, déjà il se tape plein de meufs, mais et dans le film tout le monde dit qu'il est super beau alors qu'il est. Il a une gueule. Oui, il est très moche, oui. Bah après, je pense que c'est plus le comment ça s'appelle le charme, enfin le truc, le charisme. Après le charisme, c'est quelque chose de très construit en général, donc. Ouais, bah, ça doit être très japonais alors. Ouais, je sais. Ah, je retrouve plus le nom du film, mais sinon je demanderai à Steve. Et à ce qui paraît, il a été chauffé entre deux films et enfin parce que merde, je crois qu'il y a Kurosawa qui devait en faire un avec lui et il l'a pris pendant où il devait faire un autre film avec lui et ils l'ont pris pendant 2 jours et après il dit ah non, il est ingérable, c'est pas possible. Le mec s'est fait choper avec de la coke à LA avec de la coke dans le cul et tout, enfin bref. Elle a l'air vraiment d'être un mec spécial. Chic. Ouais. Si, c'est Blind Fury le nom du film. Ah ouais. En français, Vengeance aveugle. Déjà, rien que le nom. Il a trop une tête de winner sur la couverture, je trouve. Mais au moins, cette fois-ci, les Américains ont payé les Japonais. C'est un mec officiel. Voilà. Et ça, déjà, on peut dire, c'est bien, les Américains. C'est rigolo. Il y a un moment où tu sens qu'ils ont, je veux pas être méchant avec Robotofilm, mais dans les bonus, le mec a tellement rien à dire qu'il parle d'autres films. Et il fait toute digression sur le mec qui a fait Les 12 salopards et qui dit non, qui a fait Le Bon, la brute et le truand. Non, je sais Morricone, je crois. Non, Morricone. Non, Sergio Leone, ouais. Qui dit oui, non, mais c'est pas une reprise parce que c'est déjà une fable. Il disait que oui, le truc de Kurosawa c'était une reprise d'un truc d'une pièce genre une pièce Commedia dell'arte ou un truc comme ça. Il dit, ah mais non, c'est pas ça, non. Il a perdu son procès donc il a pas gagné avec son argumentaire. Ouais. Parce qu'il a dû payer, hein, je crois. Hein. Il a payé pour je sais c'est quel film. Je sais pas non plus. Et comme Sophie elle aime pas les westerns, elle va pas savoir. Voilà. Non. Et bah vous nous direz en commentaire. J'ai fait exprès. À la limite, je sais qu'il y avait un western que j'ai bien aimé parce qu'il y avait des vampires dedans. Et en fait, c'était Salem de Stephen King des années avant que Stephen King n'écrive Salem. Ah ok. Lost Boy, c'est pas un peu west? Non, c'est pas western du tout, Lost Boy. Je l'ai pas vu, mais le truc avec. Lost Boy, le film de vampire? Ouais. Ah non, on est plus sur du Easy Rider version vampire, quoi. D'accord. Il est bien? Ouais, il est cool. Ok, faudra que je le voie, j'ai jamais vu aller. Pourquoi pas. Tiens. Après, certains disent que c'est un film un peu droitard, donc je sais pas. Faut regarder et juger. En parlant de retard, j'ai fait un petit post sur les réseaux sociaux, sur mon compte perso, mais je vais le répéter ici. Je tiens à dire, bon, c'est ma responsabilité à moi, mais je sais qu'il y a certaines personnes d'entre nous qui nous écoutent, qui sont fans d'Harry Potter. Je comprends qu'on soit fan d'Harry Potter. Ça n'a rien à voir avec les comics, mais c'est pas grave. J'ai vu des gens réagir parce qu'il y a eu le trailer qui est sorti.
Moi, je pense qu'il faut arrêter de parler de cette licence et arrêter de parler de cette personne, puisque maintenant c'est obvious qu'elle donne qu'elle prend toute la thune que sa licence lui file. Je parle de l'autrice pour financer des fonds transphobes et tout. Donc il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt en disant moi je suis fan de c'est mon enfance et tout. Vous consommez des trucs de cette licence, c'est un acte politique maintenant. Donc arrêtez de lui donner. Téléchargez-le, ouais, ou faites pas de commentaires. Et en plus, ou tu peux faire. Attends, ce que j'ai vu quelqu'un faire dans une vidéo, je trouvais ça excellent. Je me suis dit, je sais pas si j'aurais les couilles de le faire, mais il a volé les bouquins de Sarkozy dans une boutique de Bolloré pour le jeter dans une poubelle juste après. Bon, après, ça a aucun respect pour l'arbre qui était découpé, mais au moins pour le geste, la beauté. C'est vrai. Après, il aurait pu torcher le cul avec. J'ai vu une vidéo de deux meufs qui l'ont lu pour le chroniquer. C'était vraiment, on sent que le mec il a rien. Nous, au Nouvel An, on avait un ami qui est prof en fait, et apparemment pour le troller dans son école, il lui a envoyé le bouquin, mais en version numérique qui était téléchargée. Je pense que personne n'a payé pour ça. Et du coup, il nous a lu des passages parce qu'il a fait il faut que je le partage. Je peux pas garder ça pour moi. Et c'était nul. On est sur du nanar de bouquin. Ça devient drôle en fait tellement c'est nul quoi. C'est genre j'ai mangé un yaourt et j'ai pensé à Carla. Oh Carla. En fait, je me dis même tu peux le passer à des comédiens ratés qui lisent le truc. En plus, ça rajoute une couche, tu vois. Lecture dramatique, ouais. Et apparemment, dans le bouquin, il dit que même les prisonniers ils sont là. Monsieur le président, vous méritez pas d'être ici et tout. Genre. Alors que la réalité, c'est autre chose, hein. Ouais. Sarko, t'es avec nous. Bref. Et là, encore les gens vont dire qu'on on digresse pour ne pas avoir à parler de. C'est pas faux. Et je vais finir en disant, parce que je finis mon truc anti-J. Caroline, en disant que si je vois la première personne qui parle de la série sur Discord, elle se fait bannir tout de suite. Voilà, ce sera dit. Donc vous serez prévenus, même si vous écoutez pas tous Comedy Discovery. Mais je prends cette... je sais que Faye me dira non, tu fais pas ça. Et ben je le ferai quand même. T'inquiète, moi je lâcherai la grappe des Potterheads quand Rowling sera morte. Et encore, si la personne qui hérite des droits ne fait pas non plus dans le financement d'assaut transphobe et néo-nazis. Ouais, peut-être que sa fille veut... Enfin bref. Aïe. Les enfants, en général, s'il y a du fric à la clé, ils sont prêts à vendre les âmes. Ouais, en effet. Et à faire que leur daron soit en IA. Hein. Voilà. On va faire un comics Supergirl d'une auteure trans, Sophie Campbell. Je sais pas ce que ça vaut, mais je l'ai programmé. Donc voilà. On soutient les auteurs et les auteurices de tous bords et les gens LGBT parce que on est un podcast de gauche, voilà, et de vraie gauche, contrairement au PS. Voilà. Il y a Manuel Valls. J'ai vu dans une émission sur Blast qu'il en avait marre qu'on lui dise qu'il est un traître, mais on n'arrêtera jamais de dire que tu es un traître, Manuel. Bon, bref. Mais lui, c'est un nanar politique, ce mec. Son existence entière est un nanar. Donc, Rockefeller. Alors qu'on me dit d'arrêter de crier, je vais arrêter de crier. Je vais être sincère avec vous. J'ai vu ce titre et je l'ai choisi uniquement pour son dessinateur, qui est Francis Manapoul. Francis Manapoul, c'est le monsieur qui m'a fait aimer Flash, puisque c'est le monsieur qui a repris Flash au dessin et au scénario, je crois, parce qu'il bossait le scénario avec son coloriste Brian Buccellato. Enfin non, c'est pas Brian. Je sais que c'est Buccellato son nom de famille, mais j'ai plus le prénom, c'est pas grave. Moi je trouve que c'est un dessinateur merveilleux et trop fort. J'ai encore des images parce qu'il s'amusait à écrire Flash dans le décor à chaque numéro.
Il le fait aussi dans Rockefeller, il l'a fait une fois. Je trouve qu'il a un découpage de ouf. Qu'il a un vraiment les poulets. T'as pas coupé ton micro Pour le éclairer. Pardon. Pas grave. J'ai découvert que le scénariste était quelqu'un que j'apprécie aussi beaucoup, puisque c'est Peter J. Tomasi. Et Peter J. Tomasi, c'est le monsieur derrière Batman et Robin, qui est la meilleure série du Batverse du New 52. Ça, je le tiens à le dire et je le dirai toute ma vie, puisque cette série Batman et Robin est trop bien. Si vous l'avez jamais lu, lisez-la. C'est donc le retrouvaille de Batman et parce que avant les New 52, Batman n'était plus Bruce Wayne, puisque Bruce Wayne avait disparu, et c'était Dick qui avait récupéré le costume. Et c'est un peu Dick qui a fait l'éducation robinesque de Damian, puisque le Batman et Robin, c'est Damian Wayne et son papa. Et je trouve que Peter Tomasi écrit très 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 bien les conflits familiaux ou les interactions familiales. Et notamment dans ce Batman et Robin qui est superbe, et je ne dirai jamais combien de fois j'ai pleuré en lisant Batman Requiem ou Batman apprend la mort de Damian Wayne. Ne vous inquiétez pas, il est revenu depuis, il s'est fait ressusciter, ça a été moins long que pour Jason Todd. C'est arrivé beaucoup plus rapidement, mais bref, il a fait du Superman aussi, parce qu'il a fait Superman Rebirth, qui est pas mal, qui est pas trop mal aussi, si vous avez l'occasion de le lire. Et il a fait du Green Lantern Corps aussi. Moi j'aime beaucoup ce scénariste, c'est un bon, c'est quelqu'un de bon. Voilà. Et Rockefellers, de quoi ça parle, hein? Rockefellers, c'est une histoire de famille, mais c'est une histoire de famille un peu spéciale, puisque c'est une famille qui voyage dans le temps. On est lancé dès le début dans l'action, avec des gens qui sont en train de fuir une espèce de cyborg bizarre, et qui viennent tous du futur, hein, dans un futur où la technologie est très très avancée, et ils vont faire un bond dans le temps à notre époque. Et en fait, ils vont devoir, il y a un peu un côté comédie familiale, puisque en fait, ils vont tous devoir s'intégrer dans notre époque, alors qu'ils viennent tous d'un futur beaucoup plus éloigné, en essayant de faire le moins de vagues possible, mais avec des enfants qui ont des capacités assez, ils ont accès à la technologie, avec un chien qu'on pourrait dire que c'est le chien de Inspecteur Gadget. Puisque il est très fort et il est à moitié bionique, et en même temps il y a une espèce de cyborg bizarre qui bosse pour une entité genre police du temps ou je sais pas quoi, qui les traque, et on va découvrir cette famille. Et moi j'ai trouvé ça bon, on va pas se mentir, c'est pas le comics le plus révolutionnaire de tous les temps, mais je passais un bon moment en lisant cette série, mais c'est principalement parce que j'aime beaucoup les dessins de Manapool, et que voilà, ça me faisait plaisir. Ça fait un moment que j'avais pas lu du Manapool, et ça me fait plaisir de retrouver ce monsieur qui dessine vraiment très bien. Qu'as-tu pensé, Cécile, des dessins de Francis Manapool? Faut toujours commencer par moi avec les dessins. Ouais. Eh bien, figure-toi que je découvre ce Francis Manapool, hein, donc lui est tellement fan. Et ouais, je suis d'accord qu'il a un dessin super dynamique, vraiment assez cool. Et en plus, en fait, vu que là c'est un scénario assez spécial où on mélange action et tranche de vie, bah là en fait, il se sent autant à l'aise dans des scènes d'action que dans des scènes plus tranquilles. Dans un cadre suburbain, et mais il garde quand même une mise en scène très dynamique, avec des bonnes trouvailles par-ci par-là, genre même une scène de piscine en fait elle peut devenir impressionnante à lire graphiquement. Et je tenais aussi à féliciter le travail de couleurs, parce que les couleurs elles sont super fortes. Donc on peut dire bravo à Manapool, parce qu'il gère aussi la couleur pour une moitié de ce premier volume. Il y a aussi John Callis et Ian Herring.
Et les 3 du coup font du relais d'un chapitre à l'autre, mais on ressent pas la différence. C'est vraiment nickel. Je suis d'accord avec toi et je serais prêt à recommander ce comics, surtout pour le dessin. Et du coup, parce qu'il y a un côté très très, là c'est vraiment mainstream comics, ça t'a pas trop gêné ce dessin? Absolument pas. Et en plus là j'ai découvert que c'était Image Comics et franchement non. Et mais j'avais fait mes recherches et moi j'ai bien cru que Rocketfellers c'était le reboot d'un vieux comics des années 60. Ah, je savais pas. En fait, non mais je pensais. Ah. Parce que je me disais, je m'imaginais durant genre l'âge d'argent de Marvel, genre époque 4 Fantastiques, le concept d'une famille spatio-temporelle dans le style un peu des cartoons, dans le style des cartoons les Jetsons, mais genre en plus sérieux. Je pense que ça aurait fait sens à l'époque. Bah les 4 Fantastiques c'est ça un peu. Ouais oui, c'est un carnet de famille aussi, oui. Mais du coup non, c'est un concept original, tout récent. Mais ouais. Sophie, qu'est-ce que t'as pensé de cette histoire très originale, n'est-il pas? Ah oui, ça brille par l'originalité. Bah alors, voilà, moi j'ai l'impression d'être devant Black Hammer, moins bien. Devant. Il n'y a rien à voir avec Black Hammer. Ouais, les familiales. Bah, ils sont coincés dans un endroit, ils peuvent pas sortir et c'est. Mais ce qui est intéressant de Black Hammer, c'est que. Lire Black Hammer, c'est qui sont pas une famille, donc qui sont une équipe et du coup qui sont pas censés rester ensemble aussi longtemps que ça. Et du coup ça crée des tensions. Et surtout ça m'a rappelé Black Science que j'avais pas non plus. C'est même ça que Black Science. C'est-à-dire que je me dis le dessin est cool, dynamique, il y a des couleurs, ça pète de partout. C'est moins joli. Il y a des designs. Le mec cyborg là ou je sais pas quoi là, le concept est sympa, mais j'ai l'impression que ça part dans tous les sens de l'univers. Pardon, ça peut m'interrompre. Bon, la personne a l'air sympa. Moi j'ai du mal à genrer les gens correctement. Pas de problème. C'était vous? C'est surfait les genres. Avec vous que j'ai fait Hello Sunshine, non? Moi. Mais oui. Ah oui, elle l'a pas fait. Tu vas encore te vanter, oui, d'avoir eu raison, ouais. Ok. Ouais, parce que je l'ai pas dit. Il y a l'attaché de presse. Parce que dans je sais pas si tu te souviens, enfin non, c'était pas là, mais dans la BD, il y a un moment où ils disent qu'il y a un des persos qui est trans. Et je sais plus avec qui. Bon, c'est avec Cécile et peut-être Faye. Et Cécile et Faye étaient, mais non, c'est ce personnage-là qui est trans. Moi j'étais, mais non, c'est elle. Elle le dit plein de fois. Et l'attaché de presse, alors que je lui ai rien demandé, hein. Et je lui ai juste demandé, je lui ai même pas renvoyé l'émission. Il m'a envoyé un mail en me disant, c'était tel personnage, et il m'a envoyé la planche. Donc voilà, je lui ai fait bon, il écoutera pas celle-là, mais il a écouté l'émission, ça m'a fait plaisir. Au moins on avait un auditeur sur celle-là. Voilà. Et donc et voilà, ça m'a rappelé surtout Black Science, effectivement. Oui, il y a le côté familial des gens qui en plus. Oui, mais les deux, mais j'ai le même problème en fait là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de concepts qui sont lancés et j'ai l'impression que ça manque de cohérence quoi. Je me suis dit, les mecs ils sont censés être sur une mission qui a l'air délicate où ils risquent tout pour cette mission et ils partent avec leur famille en mode on est en vacances. Déjà je me dis c'est pas cohérent. Ensuite de ça c'est censé être des agents du temps ou je sais pas quoi. Attends, je finis. Et en plus de et personne n'est discret, même pas le grand-père qui est censé être des forces spéciales ou je sais pas quoi, qui est censé un niveau de ouf, le mec, il en a rien à péter de montrer ses capacités, machin. C'est... Enfin, y a rien qui tient. À un moment donné, il se montre tout le monde est outragé quand on va y découper un arbre, mais ça les dérange pas de bouffer la viande d'animal. Je me dis, mais c'est quoi cet univers, quoi, qui est bourré d'incohérences tout le temps. Et du coup, moi, j'ai pas cru à cet univers, en fait. Par contre, j'aimais bien le voisin, et j'avais envie de suivre le voisin. Il avait l'air hyper cool, le mec, franchement, il arrive des trucs de ouf, et dit, pas de soucis, je vous en veux pas qu'il y a un vieux truc qui me soit collé sur la gueule, qu'on m'a assommé, que je sais pas ce qui s'est passé, je vous en veux pas, je garde votre secret. Le mec avait l'air super cool. Mais sinon, la famille est un peu l'ado est insupportable. Non, il est mort, on essaie de la rendre mignonne. J'ai pas du tout accroché quoi. Voilà, je me suis dit. Et en plus, j'aime pas les 4 fantastiques, moi, les familles, les super familles où on essaie de te faire croire que genre ça marche, que tous ils fassent des trucs comme ça en famille et que ça tienne.
c'est mal connaître les familles. Les familles, ça finit toujours par splitter quand ça reste trop longtemps ensemble. Bah, au moins, dans Black Science, ils s'engueulent et ils se foutent sur la gueule. Oui, là, t'en as qui font n'importe quoi et c'est ok, pas de souci. Ok. Bon, bah, tu conseilles plus Black Science, du coup. Ouais, je sais même pas. Ouais. Pour les dessins, si, c'était sympa. Les concepts de dessin étaient sympas. Non, franchement, regardez-le pour les dessins, mais Les deux ou juste. à la limite, acheter une planche, tu vois. Voilà. Une planche de Manapool et Scalera, ça coûte cher. Hein. Surtout Manapool. Bah, sinon, tu fais comme mon pote Non, Monsieur Garcin. ouais. Tu l'achètes et tu découpes et tu fais ta planche à toi. C'est vrai. C'est vrai. Moi, ça me fait toujours du mal qu'ils découvrent des comics. C'est vraiment. Ils pouvaient pas imprimer ces trucs et puis après, plutôt que. Bref, c'est une autre question. Bah, il en achète en double, du coup. Mais il fait ça maintenant aussi pour les livres de cinéma. Ah, ouais. Bah, il découpe des livres de cinéma. C'est pas bien de découper des livres de cinéma. Bref. C'est sa vie, je sais ce qu'il veut. Mais ça fait chier. Tu sais, il y en a tellement qui finissent en boîte à livres et puis après qui se prennent la pluie parce que les gens ferment pas les boîtes à livres. Mais moi, bref. Et quand tu sais le nombre de bouquins qui finissent mis au pilon parce que le système distribution de la littérature en France est totalement éclaté au sol. Ouais. Bon, je pense que vaut mieux découper des bouquins et faire de l'art avec. C'est mieux que le pilon. C'est vrai. Et je suis d'accord avec toi en fait. Maintenant que j'y pense, scénaristiquement, j'ai préféré. Après, Black Science est plus long. Bon, même si l'histoire de Black Science est plus intéressante. Ça me fait chier de dire ça. Mais... Pour le coup, c'est Rick Remender. Après, je pense que là, le problème, c'est qu'ils ont un problème d'écriture qui, pour moi, est quand même assez mais flagrant, mais que, genre, par contre, pas mal de gens font ces derniers temps, je trouve. Dans le sens où, quand je dis en comité, des fois, des bouquins, je fais il manque ce truc-là, tu vois. Du coup, ça peut pas passer s'il manque ce truc-là, qui est genre de faire des mystères de tellement tout et de rien que tu sais pas c'est quoi les enjeux. Pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font, où ils vont. Oui, et genre, si tu sais pas ça, bah tu peux pas t'engager avec les personnages, tu sais même pas c'est quoi leur but, quoi. Arrêtez de faire des mystères avec tout. Puis même quand tu découvres le mystère, tu te dis mais pourquoi il a fait ça? C'est des, enfin, il y a un espèce de. Ça crée des incohérences en plus. Il y a un espèce de MacGuffin pendant tout le bouquin autour d'un œil. Et quand on comprend ce qu'est le MacGuffin, mais pourquoi il a pris cet œil? Pourquoi c'est débile de l'avoir avec toi? C'est tout je sens la résolution du style c'est sa sœur ou sa membre de la famille, je sais pas quoi. Enfin, ouais, la résolution à la soap opéra. Ouais, ça sent un peu. Mais c'est un peu ou telenovela, quoi. Un peu soapy soap. Moi, j'aime bien les trucs un peu soapy soap des fois. C'est rigolo. Ouais, mais dans ce cas-là, regarde une telenovela, c'est tellement plus drôle, quoi. Ouais, mais autant aller direct, complètement dans le truc. Prends pas la copie. C'est ça, exactement. C'est moins bien dessiné. Ouais, je suis sûre que en Amérique latine, tu dois en trouver en BD. Je sais je sais pas. Ou dans les Antilles, parce que dans les Antilles, ils sont à fond telenovela. Ouais, je sais, ouais. Chaque fois qu'on va rendre visite aux parents de mon mec, il y a la telenovela qui tourne en boucle à la télé. Et le pire, c'est qu'on s'arrête, on regarde, on fait mais c'est pas si mal en vrai, c'est assez addictif en fait. Mais j'aimerais. Et tu sais, après, il y a deux teams en plus. Moi, je suis pour ce méchant là, moi, je suis pour cette méchante là. Il y a un été où il y a comment il s'appelle, le mec de Riviera Détente qui avait fait un truc qui s'appelait Spoiler Arrière. Il avait pris une telenovela et il les regardait en podcast avec les gens. J'aimerais trop refaire ça, qu'on remette épisode par épisode une telenovela avec les auditeurs. Sinon avec les auditeurs, ce serait trop bien. J'avoue. Après, il y a une question de droit, sinon si tu fais ça. De quoi? J'ai une question de droit pour faire ça. Je sais pas si. Ouais, mais on s'en bat les couilles. Excuse-moi, on fait bien des reacts on va faire des reacts putain, la promo de digression totale. Ce qu'ils mettent dans la promo de Entretien avec un vampire, mais c'est ouf. Ils arrêtent pas de sortir des trucs. Sur Instagram. J'en ai pas vu récemment. Moi, je sens que mon feed est rempli de trucs politiques français en ce moment, mais. Moi, mon feed Instagram, c'est des chats sous la musique de tout. Et Entretien avec un vampire et des Stray Kids. Voilà. Et je sais pas pourquoi ça marche tant.
la musique de Twin Peaks avec les chats, mais T'as essayé de mettre des vidéos de chat avec la musique de Stray Kids? ça pourrait marcher. Mais en revenant sur Rocket qu'est-ce que t'as pensé de l'histoire, Cécile, toi, du coup? Ouais, moi je trouve qu'il y avait un problème de cohérence dans le récit de la part de Peter Tomasi. Pareil, je connais pas trop ce qu'il a écrit par le passé, mais je trouvais aussi qu'il y avait un problème de rythme, parce qu'en fait, je parlais justement de ce concept sur le fait, je me disais mais on dirait un reboot d'une super vieille licence, parce qu'en fait, on nous présente ces personnages très très rapidement, in media res. Comme si on était censé les connaître en fait. J'avais un peu cette impression là, parce que le premier chapitre en tout cas, je trouve que c'est assez brut de décoffrage dans la manière de montrer la méchante de l'histoire, et qu'on démarre tout de suite dans le dramatique en faisant tuer la grand-mère de la famille. Voilà, je ne divulgue rien. Elle meurt. Et je trouve que le deuil est très très vite épargné de l'histoire. Qui fait le deuil de sa famille, la grand-mère, et puis après les autres qui s'en battent les couilles. À la limite, il y a le grand-père qui repense à elle, parce qu'après tout c'est son mari, mais les autres ça va. Hein. Non, la petite fille, elle en parle, elle est un peu. Ah pardon. Ouais, Non, mais alors la petite fille, elle en parle, mais elle en parle comme si la grand-mère était morte depuis Oui, c'est vrai. au moins quelques mois. Tu vois, c'est en mode je me souviens qu'on faisait ça avec grand-mère, mais on les revoit quelques mois après. c'est pas faux. Mais alors, mis à part ce premier chapitre, Même un an après, je crois qu'il y a un an entre le moment où. Pardon, excuse-moi. en vrai, je t'avoue, pareil à ce moment-là, genre entre ce premier chapitre que je trouvais un peu chaotique, mais le reste qui est beaucoup mieux rythmé. Pareil, je ressentais mal les ellipses en fait. Genre, je ressentais mal que la famille s'était bien installée dans ce quartier suburbain, etc. Et je pense que moi, ce qui me déçoit un peu, c'est que c'est une histoire spatio-temporelle. Et j'aurais aimé qu'on explore un peu plus d'autres époques. Ouais. Et peut-être pas forcément essayer de les installer dans un cadre en tant que famille nucléaire, etc. Mais par exemple, leur imposer justement de sauter d'une époque à l'autre, parce que justement ils sont traqués, donc ils doivent changer de plan. Ouais, mais du coup, c'est excellence. Ouais, ça aurait été Black Sailor. Mais ou alors juste qu'il soit dans une époque qui est un peu plus contraignante, parce que tu sais, la seule contrainte qu'ils ont, c'est qu'à un moment donné, t'as la gamine qui a un bobo, c'est genre et l'hôpital, ils ont pas beaucoup de trucs, tu vois, et c'est tout. Ouais, on la voit. On sait même pas ce qu'elle a en fait au final. Elle a juste mal à Si, c'est elle a une des racines de l'œil ou je sais pas quoi. Oui. Je crois que c'est ça. oui. Après un test radio, ouais. Enfin, sur la radio futuriste, bien sûr. Mais je pense qu'aussi qu'ils ont voulu mettre cette scène juste pour faire la blague. Regardez, ils ont des trucs archaïques comparés à ce qu'on a connu nous. Oui, en plus je comprends pas, parce que après il fait le scan robot et tu fais du coup. T'aurais pu le faire depuis le début, ouais. Tu pouvais le faire dès le début, quoi. Enfin. En plus c'est l'hôpital américain, ça coûte une blinde. Tu vas pas faire ça comme ça, quoi. Ils ont où la thune pour faire ça? Ils ont où la thune? Ils ont où? Enfin, ils font comment pour leur propre papier, etc., etc. C'est des tonnes de questions de lore que je me pose justement quand t'as une famille, un groupe, un personnage qui s'installe dans une nouvelle époque, un nouvel univers, etc. Mais en fait, moi, je pense que le scénariste Tomasi, il avait surtout un concept. Ouais, il est pas. Et en plein développement, il s'est dit je suis pas trop sûr que ça marche, mais tant pis, j'avance. Et voilà où on en est. Et je pense qu'il s'est dit avec les ellipses, ça va passer. Par contre, genre ils ont construit des trucs, ils sont tous géniaux, voilà, on se pose pas plus de questions que ça. Et de toute façon, le temps a des règles complètement difficiles. Je veux dire, à quoi ça sert de faire une course contre le temps si de toute façon on fait des voyages dans le temps, etc. Genre, pourquoi mettre un timer alors qu'on voyage dans le temps? Ça, voilà, de toute façon. Peu importe. C'est vrai, mais c'était Paul Auster, qui est un auteur que j'adore, qui avait fait justement, il écrit beaucoup sur ses personnages, c'est des écrivains ou des auteurs. Et il y en avait un, c'était justement, il voulait écrire une histoire de voyage dans le temps. Et il fait, mais c'est quand même impossible. Et à la fin, il fait, bon bah, j'abandonne le truc, c'est impossible. Et il dit un truc assez poétique sur l'impossibilité du voyage dans le temps, tu sais, en prenant tous les exemples et tout ce qui va pas dans tous les exemples. Moi, il y a un truc qui n'est pas trop dans le récit. C'est les deux personnages d'oligarques britanniques. Oh, ça, oui, qu'est-ce qu'il faut rien à foutre. Je pense que c'était juste un moyen pour que le fils soit impliqué dans l'histoire. Ouais. Pas que ça. Hein. Et en fait, le fils était déjà impliqué, il avait fait de la merde avec le tsunami, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais.
Ouais, Genre, difficile. moi, je pense que c'est pour avoir des rebondissements en fait. C'est genre ils se sont dit il faut qu'on ait un rebondissement toutes les 4 planches. Des oligarques, Même si ça n'a pas de des sens. oligarques de petite taille britanniques. Moi, je les ai vus dans la première case. En fait, j'ai cru que c'était une blague sur le prince Charles, enfin le roi Charles, pardon, vu qu'il avait Et la tenue rouge, en fait, avec les décorations. Ouais, j'ai cru que c'était une blague. Ouais, je pensais que c'était anglo-russe, qu'il y avait un truc comme ça, parce qu'il y a un qui se comporte un peu. Et puis, il faut voir que tu vois, si on sait que la Première Guerre mondiale, c'est un peu dû à un conflit entre le cousin des deux cousins, le russe et l'anglais. Tu fais. Je pensais que c'était une blague à rapport à ça, moi, perso. Mais je me ou une dis, blague sur Boris Johnson. Ouais, aussi, ouais. mais c'est pas assez poussé pour que tu la comprennes, tu vois. C'est. Ouais. Et à un moment, je crois que t'as 2 ou 3 pages où en fait, c'est juste même pas une blague, c'est juste une scène où ils voient que un de leurs hackers s'endort au boulot et du coup ils le virent. Et genre ça prend trop longtemps, j'ai pas pigé en fait. Ouais. Bon, en fait, il le bute. Voilà. Mais non, tu vois le truc arriver, mais ça prend 1-2 pages. Ok. Super. Hein. On est en train de cracher sur la BD, je suis désolé, mais moi j'ai bien aimé. Et on remercie Urban. Après, merci Urban. Je pense que ça s'adresse plutôt à un public enfant. Ouais, ado. Plus teenage. Ouais. Parce que il y a déjà le chien a un rôle assez important dedans. Les enfants aussi. Le chien. Et je pense que quand t'es plus jeune, les incohérences vont moins te taquiner que si t'es plus adulte. Et moi, je me suis dit, je suis pas le public de cette BD en fait en la lisant quoi. Et puis si t'as lu Black Science, tu te dis d'accord. Bon, c'est mieux. Bah, pour ceux qui ont pas lu. Mais déjà, Black Science, j'étais moyen convaincu. Hein. Ah ouais, j'étais pas. Ouais. Ah si, c'est pas mal Black Science. Bah, c'est Scalera en même temps. Ouais, on voit. Black Science, je sais pas si tu l'as lu, Cécile. Non. C'est un peu, c'est une famille pareil, c'est des scientifiques. Enfin, le père est scientifique et il leur dit ouais, venez, on va faire une expérience. Et en fait, son expérience, elle est ratée. Et en fait, c'est un peu comme Sliders. Ils vont faire des bonds c'est pas temporel parce que c'est dimensionnel. Et en fait, ils ont après à chaque fois ils arrivent quelque part et ils ont un certain temps avant le prochain bond. Il faut qu'ils aillent à chaque fois dans un autre endroit. Et au début, ils se retrouvent en plein milieu d'une première guerre mondiale où c'est les Allemands contre les Amérindiens. Mais les Amérindiens ont une technologie extraterrestre futuriste et les Allemands non. Et ça se pète la gueule. Et après, ça part d'univers comme ça bizarre en univers comme ça. Et comme c'est écrit par Rick Remender, et pas quelqu'un de très positif, ça part vite en déprime et la famille s'engueule et en fait tu comprends que que toute l'histoire c'est le père d'un autre univers qui est venu pour foutre la merde et tout. Enfin, bref, mais c'est dessiné par Matteo Scalera qui est un dessinateur italien qui est très oui, c'est très cool. Mais en gros, ce genre d'univers, faut vraiment je pense que c'est vraiment sur le concept, tu vois, que ça marche, quoi. Moi, je trouve que dans Black Science, ce qui marchait bien, c'était le fait d'avoir des multivers et de se dire waouh, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, le bordel. Et ils avaient le compte à rebours qui mettait vraiment la pression. Ouais. Là, c'est vrai que moi, là, dans Rockefeller, tu sens qu'il y a une espèce de pression que le frère là avec qui il parle, il leur cache des trucs et qu'en fait, ils vont se faire niquer. Mais tu sens pas assez la tension en fait. Déjà, tu sais pas pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font. Vraiment, il y a un problème d'écriture en fait. Tu connais pas les raisons du méchant. C'est ça. Il y a trop de mystères de tout. Tu sais pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi, où, quoi, qu'est-ce quoi. Ouais. Je t'avoue, je serais pas très emballé pour le second tome aussi. Ah. Parce que à la mi-lecture, je me disais je pense que ça va finir vers la fin, ça va être un one shot. Et non. Non, c'est un deuxième. Non, moi je sentais que tout allait être dans le deuxième tome. Ah oui aussi. Moi je me suis dit ok, il y a vraiment trop de trucs qui sont pas expliqués, trop machin. Je sens qu'on va tout expliquer dans le deuxième tome. Et que tu vas être en mode ok, donc là j'ai rien compris, y a rien qui est posé. Merci les gars quoi. C'est comme les gens chez qui tu vas dîner, qui te font un méga apéro et après ça te fait mal au bide et t'as l'impression d'avoir rien mangé au final. C'est un peu pareil quoi.
Excellente métaphore. Mais c'est marrant, en fait, on fait jamais les suites, et ce sera on n'a pas trop de gens qui réagissent à l'émission, mais dites-nous si vous aimeriez bien, comme concept d'émission, qu'on fasse les suites de trucs qu'on a déjà lus. Ça pourrait être rigolo. Ou tu sais, genre une rubrique du début d'épisode, genre en plus ou en remplaçant les récos, genre on dit des nouvelles de cette série qu'on a commencé il y a. Ah, ça peut être pas mal, ouais. Ouais. Surtout que moi en fait comme je lis beaucoup pour Comics Discovery, je lis pas trop à côté parce que je lis d'autres trucs pour je lis du manga ou je lis de la littérature. Du coup en comics je lis que les comics que je dois lire pour Comics Discovery. Pour le coup je lis même plus de Batman alors qu'avant je lisais que du Batman. Ça fait des années que j'ai pas lu de Batman, je suis plus du tout à jour sur Batman. Moi j'ai décroché depuis qu'ils ont tué Alfred. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont tué. Quoi qu'ils le ramèneront pas, Mais ouais, ça fait un moment qu'ils l'ont tué. Ça fait un moment qu'ils l'ont tué. Alfred. C'est vrai que c'est triste. En plus, je trouve ça impensable que la Bat Family tienne sans Alfred. Ouais. Après, il y a, comment dire, un webtoon qu'ils ont fait où t'as Alfred qui est vivant et c'est le seul raisonnable de la Bat Family. Oui, et qui est assez feel good, voilà. Si vous ne sentez pas bien dans votre vie, que c'est la guerre de votre famille, vous pouvez lire ça, ça vous console. En même temps, t'as vu la famille Wayne Bah oui, mais tu te dis, si eux ils arrivent à survivre, alors n'importe qui peut le faire. Ils ont de l'argent. Ouais, mais j'ai l'impression qu'ils l'utilisent pas de la bonne manière, tu sais. Ils pourraient se payer une thérapie avec ce pognon. Bah ils l'ont fait dans Heroes in Crisis, t'as vu comment ça finit? Ouais. Bref. Ne lisez pas Heroes in Crisis. C'est rigolo, mais bref. Bon, est-ce qu'on recommande Rockefellers? Bah pour les dessins de Manapool parce que c'est joli, mais pour l'histoire de Tomasi, en fait ils Flash de Manapool, c'est mieux. Bah écoute, toi tu m'as décrit Black Science et je suis hype. Je suis plus hype pour lire Black Science que. Après il faut Scalera, c'est bizarre. Tape Mato Scalera pour voir si t'aimes bien. Ah oui, mais j'ai vu, ça m'a l'air très chouette. Ouais, et ça va peut-être te chagriner, mais je préfère ça à Manapool. Oh je dénonce, je savais pas que. C'est normal, les dessinateurs italiens ils sont talentueux, je trouve, en général. Ouais. Ils sont pervers, mais bon, c'est comme ça. C'est italien. Ouais. Je suis passé sur. Je savais pas que Margot. Avec la télé de. Comment il s'appelait là? J'ai Mussolini. Berlusconi. Et Berlusconi, oui. C'est pas loin. Ouais. Il y a deux types de perversion. Il y avait moins de fêtes chez Mussolini. Enfin, on sait pas, peut-être. Si on se fie à Salo et son tu allais dire, pardon. J'allais dire que je suis passé sur le. Je savais pas que Margot, donc Margot Saltel, superbe autrice de bande dessinée et chroniqueuse chez. Elle a fait une émission avec nous. Techniquement, elle a fait 2 émissions avec nous. Mais elle stream tous les mardis après-midi. Et elle dessine. Et je suis passé sur son stream. Et elle a dit qu'elle n'aimait pas Darwin Cook. J'ai failli mourir. Et juste après, elle a dit qu'elle aimait pas Foo Fighters. J'ai cru encore plus mourir. Ouais, j'ai rejoué un peu. Hein. Non, c'est vrai. Alors Darwin Cook, je connais pas, mais Foo Fighters, je trouve ça pas ouf. Ouais. Oh non, mais non. Moi je dirais, je me suis fait engueuler parce que j'ai fait une interview jeudi dernier et j'ai dit que Dave Grohl ou David Chaussure, j'aime à l'appeler, est plus talentueux que ne l'a jamais été Kurt Cobain et que voilà. C'est facile à dire quand il est mort. Hein. Oui, mais même avant, c'était un piètre guitariste et bon, il était bien bon parolier, mais voilà quoi. Et quand t'écoutes le grunge de cette époque-là, Nirvana, c'est pas le meilleur. Alice in Chains, Soundgarden, Pearl Jam, ils étaient tous meilleurs que Nirvana. Toi, tu joueras des sortes de Courtney Love, hein. Je vois. Hein. Après, j'ai envie de dire que la musique, c'est comme n'importe quel art.
juste de manière subjective à ce que ça te donne comme émotion. Ouais. Plus que si c'est qualitativement bien ou pas, tu vois. Ah si, Chris Cornell est un meilleur chanteur que ne l'a jamais été Kurt Cobain. Techniquement, le mec a plus de... Si tu prends sur le plan technique, je crois que c'est l'opéra qui bat tous les autres types d'art. Et combien il y a de gens qui font à l'opéra contrairement à écouter de la pop, tu vois. Allez, ça y est, elle vient de faire une Timothée Chalamet. Oui, moi j'assume. Voilà, je suis désolée, baisser le prix des places et après on en parlera. Voilà. Il y a des places pas chères. En opérette, ouais. Alors, pas cher, c'est genre 50 €. Non. Je voyais une affiche pour un zoo parisien où il était marqué pas cher, 35 € de fait. Oui, mais Ça, c'est pas cher? t'es à Paris aussi, en même temps tu cherches. À Paris, oui. c'est plus cher. Je sais qu'il y a l'opéra de... Le théâtre, non. Je suis désolée, tu peux aller au théâtre, même quasiment gratuit sur Paris, quoi. Donc, non, tu peux voir plein de spectacles pas chers et des concerts aussi, même d'artistes étrangers qui viennent un peu à Paris. Mais vraiment, l'Opéra national de Montpellier et pour Waves of Light de Paul Lay et les éléments, ça peut être gratuit jusqu'à 28 €. Ok. Voilà. C'est pas le cas sur Paris. En tout cas, pas à l'Opéra Garnier, ça je peux te le dire. Les Garnier, c'est autre chose, c'est sûr. Là, je ne peux pas nier. Après, il y a un truc cool. Il y a eu un lac souterrain sous l'Opéra Garnier, tu vois. Ouais. Je pense que ça vaut plus le coup d'aller visiter les lieux en urbex que d'aller assister à un spectacle. Ah, Faye, elle avait... Je sais pas s'ils l'ont sorti finalement. Elle a fait le fantôme de l'opéra de la Hammer. Elle l'avait chroniqué pour et je l'avais regardé avec elle. Et c'est bon. Je crois que j'aime pas le bouquin, les... par contre, il est hyper déprimant. Ah ouais? Moi j'aime bien Gaston Leroux. Je sais pas. Moi, j'aime bien aussi, mais je pense que le mec était dépressif, hein, parce que comme tu lis ses textes, c'est ça va pas. Merde, c'est comment la suite de La Chambre jaune? Le parfum de la main noire, il est tellement badant. Ouais. Ouais. Je pense qu'il devait être en deuil de sa mère ou sa meuf, ou je sais pas, ça devait pas aller dans sa tête, quoi, vraiment. Quand il l'écrit, parce que c'est dark. C'est qui? Ah non, c'est pas lui qui a écrit le truc avec la Vénus. Non, ça c'est Théophile Gautier, me semble-t-il. Ouais. Merde. Et on est vraiment. Lui aussi, lui, je pense qu'il abusait du laudanum et de l'absinthe ensemble. Ah, peut-être, ouais. Quand tu lis certains de ses textes, tu fais. J'ai pris une fois de l'absinthe. Et je Moi, commence à voir des trucs, moi aussi. Moi, j'ai rien vu quand j'ai pris de l'absinthe. C'était juste. Ça dépend si tu la bois avec des Russes et que tu la bois pure, ça fait des effets. Voilà. On l'avait pris avec ne buvez pas avec des Russes. Et ouais, bon, bref. Et ne buvez pas l'absinthe pure. Voilà. Normalement, ça se mélange avec de l'eau. Voilà. Comme le Ricard. Le Ricard, en fait, ouais. Le Ricard, c'est la boisson qui était inventée pour remplacer l'absinthe quand elle était interdite. Hein. Donc c'est quasiment la même chose, sauf que c'est pas exactement la même plante dedans. De toute façon, la plante qui rendait fou les gens n'est plus dans l'absinthe actuelle. Donc de toute façon. Ouais. Sur ce, je crois qu'on a un peu fait le tour de tout ça. Rockefellers. Si vous avez envie d'histoire familiale et de voyage dans le temps et des chiens qui ont des pouvoirs, enfin qui ont de la technologie, qui sont mignons. On dirait crypto, mais en plus technologique. Voilà. Ouais, c'est ça. Et je préfère la famille Rockefeller à la famille Rockefeller. Oui. Je me suis demandé, il y avait une référence. Ouais, Par contre, il y a un truc, je me suis dit pendant que je lisais, que le dessinateur avait dû quand même un peu s'inspirer de Pedro Pascal pour le personnage du père. Oui. Parce que cette moustache. On est bien d'accord. Je dis que c'est Pedro Pascal. Bref. Quand il y aura l'adaptation live action, ouais. Voilà. Voilà. Ouais, mais à moins que ça. Lui, il s'est rasé la moustache. Ah oui. Il avait dit que c'était une erreur, une grosse erreur dans sa carrière, mais il le refait. Ok, cool. C'est devenu la mode maintenant, les moustaches. Il y a tout le monde qu'on a, même, j'ai l'impression. Ouais, j'affirme. Depuis la moustache de merde. Putain, j'ai oublié son nom. Dans la saison 2 de True Detective, la meilleure.
Farrell. Non. Colin Farrell. Oui, Colin Farrell, oui. Je suis pas sûr que ce soit lui qui. À mon avis, c'est plus Pedro Pascal que c'est la mode. Mais bon, après, chacun ses dédictions. Mais. En effet. J'ai vu le film Je irlandais. suis désolé pour ton clicker, James, mais je pense que c'est plus Pedro Pascal qui hype tout le monde. Le truc, non, c'est pas Aberdeen. Merde. Le film irlandais avec du mec qui a fait The Banshee of. Ouais. Je l'ai pas encore vu, faut que je le vois. Oh, c'est déprimant. Oui, bah c'est un peu ce qui me retient, j'avoue. Ouais, bah le regarde pas. J'avais beaucoup aimé l'irlandais, mais c'était limite. Mais ça faisait de l'humour, donc ça. On rigole, mais ça a l'air vachement badant l'histoire en vrai. Ah quand ouais, tu réfléchis 2 secondes. C'est rigolo, c'est drôle, mais en fait, t'as envie de te tirer une balle. Tout est drôle, mais en même temps, t'es là. Ah oui, mais c'est. Enfin, ouais. Mais après, le cinéma irlandais, moi j'aime bien, mais c'est souvent déprimant. Ouais. C'est quoi, merde? Moi, c'est c'est de Ken Loach, donc je vais me faire engueuler si je dis que c'est. Sauf peut-être la série Mortuary qui était plutôt drôle. En gros, c'est une meuf qui, pour avoir des piges en fait, elle écrit des trucs funèbres, enfin. Et, voilà. Et pour avoir du taf, elle se peut buter des gens. Parce que c'est vraiment la misère là-bas. C'est très drôle. Voilà. On a fait beaucoup trop long pour pas grand chose. Enfin, pas pour pas grand chose. C'est moi qui en ai. La semaine prochaine, on fait quoi? Je vais vous dire. On a un super programme pour ces prochaines. Oui. Je crois que c'est Stencil à la semaine pro, qui a une BD qui est à l'italienne. De quoi ça va? Je crois que le pitch me donnait envie. Je vais vous donner le pitch. Comme ça vous donne envie d'écouter ou pas. Stencil chez Delcourt de Andrew Robinson et Lee Louridge. Ah oui, si vous aviez le pouvoir de figer le temps, que feriez-vous? Ricky Rowell, un sociopathe très mystérieux et lubrique, et totalement cinglé, a volé le prototype top secret d'un appareil capable de figer le temps. Résultat, les cadavres des dirigeants du monde entier s'empilent, les œuvres d'art célèbres disparaissent. Seul le créateur de l'appareil, un scientifique ordinaire, a compris exactement ce qui se passe et entreprend de l'arrêter. Ça a l'air rigolo. Le dessin, c'est un bouquin en format paysage. Si vous. Donc un fumetti, puisque c'est comme ça que les Italiens sortent leur BD. Même le nom de leur BD est cool. Je suis d'accord parce que j'aime beaucoup l'italien, contrairement à Faye qui déteste l'italien et qui dit que l'espagnol est mieux. Et ce n'est pas mon avis. Voilà. C'est parce qu'elle a des origines. Elle a des origines espagnoles, c'est pour ça qu'elle dit ça. Ah, ok. T'as dit ça avec toi. Tu veux dire qu'elle regarde pas les Giallo en VO? Mais elle aime pas trop le cinéma italien en vrai. Il y a que les Giallo qu'elle aime pas. Ah oui, non mais elle aime les Giallo quand même. Oui. Et moi, elle m'a fait mater La Baie Sanglante et elle m'a pas donné envie de. J'ai pas envie de vous spoiler la fin de La Baie Sanglante, mais vraiment. Tu l'as déjà fait 1 milliard de fois. Ah ouais. Non, mais oui. À chaque fois, on me dit, est-ce que t'as vu La Baie Sanglante, Cécile? Je connais même pas de nom. C'est un film de Argento? Non, c'est de Mario Bava. C'est de Mario Bava? Non. Et c'est ce qui a très fortement inspiré Vendredi 13. Ok. En fait, c'est un mec qui bute plein de gens et bon, je te spoil pas. Dis pas la fin, s'il te plaît. Merde. En fait, faut pas que Jess parle de film. Ne répète pas ton erreur, s'il te plaît. Mais bref. Mais la fin, elle est frustrante. Parce que je peux pas la raconter. Très bien. Ne dis pas plus. J'allais voir. La Baie Sanglante. Allez, bye. Mario Bava, il y a tellement de trucs à voir. Est-ce que vous avez vu non, on ne relance pas Sophie, on ne relance pas. À la semaine prochaine.